Bonjour, ici Victor Humilly pour la web radio du Bonnet des Patriotes. Je suis en compagnie de Mike Deschamps. Bonsoir. De Jean Saint-Ambroise. Bonsoir. Bonsoir. De Georges Van Pelt. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons discuter du sujet du mouvement des Gilets jaunes. Nous allons essayer de voir un peu ce qui est légitime, ce qui l'est un peu moins. On va essayer de faire un petit lien avec le Québec. S'il y a une possibilité de révolte à un certain moment donné, on a entendu certains dossiers, comme par exemple le prix de l'essence, mais bon, c'est vraiment deux prix différents. On s'entend entre ce qu'il y a au Québec et ce qu'il y a en France. Donc, les raisons de protester sont différentes, mais tout d'abord, donc, c'est M. Saint-Ambroise qui va nous en parler un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, tout d'abord? Bon, je me réveille tout à coup. J'étais un peu somnolent. Vous savez, au Bonnet des Patriotes, nous sommes tous bénévoles, mais la bière coule à flot lors des web radios. Alors, voilà. Mais néanmoins, la conscience est au rendez-vous. Alors, c'est un peu comme le secret de la Caramilk, hein, c'est ça? C'est ça? Oui. La fameuse publicité. Non, mais c'est vrai, le secret de la Caramilk. Alors, il y a un peu un secret dans les Gilets jaunes. On ne sait pas trop d'où est-ce que ça part, où est-ce que ça s'en va, qui sont les sponsors. Il y a un gros mystère, ce qui rend la chose intéressante. En tout cas, pour un observateur. Je crois qu'on est... Il y a pas mal de sociologues qui ont associé cette révolte à une jacquerie. Alors, une jacquerie, c'est une révolte, normalement, qui se passait dans le bas Moyen-Âge, si je ne m'abuse, un petit peu à la limite du Moyen-Âge et de la Renaissance, des serfs et des travailleurs agricoles qui se révoltaient contre l'abus, des abus de seigneurs locaux. Pas nécessairement des abus de la royauté, mais en tout cas des abus de seigneurs locaux, de barons, etc. Et les jacqueries étaient des révoltes spontanées. Donc, jacquerie, qui dit jacquerie dit révolte du peuple. Une jacquerie aussi, c'est souvent causée par une famine, par un manque à gagner. Donc, on n'est pas dans mai 68 ici. On n'est pas dans une révolte fomentée par des élites. On n'est pas dans un truc qui vient des étudiants ou des élites cosmopolitaines. C'est une révolte qui vient de la base. Il y a le fameux géographe de la sociologie, le français, comment est-ce qu'il s'appelle? Emmanuel Todd? Non. Un fameux géographe, en tout cas, qui a parlé du phénomène des régions puériurbaines en France. Mais le nom nous reviendra. Donc, tu sais, tu as les régions métropolitaines, ensuite tu as les banlieues, et finalement tu as la France périphérique, exactement. Et je pense que les Gilets jaunes, c'est une explosion de colère de la France périphérique. Donc, les gens qui sont laissés pour compte, ça peut être des paysans, ça peut être des travailleurs déclassés, ça peut être ce qu'on appelle les friches urbaines aussi. Donc, les gens dans des petits villages, mais aussi dans des friches urbaines, donc des espèces de, je sais pas comment je pourrais vous dire ça, pas de no man's land, mais de zones, tu sais, où il se passe plus grand-chose finalement. Ça peut être dans le Pas-de-Calais, ça peut être des gens qui sont dans des anciennes zones minières, en Alsace, des zones qui ne sont pas occupées par les bobos, par les touristes. C'est pas Paris, donc c'est vraiment des gens laissés pour compte. Et donc... Est-ce que la pauvreté est matérielle ou elle est aussi spirituelle, idéologique, le fait de subir constamment les politiques mondialistes, ou c'est juste matériel, je veux dire, c'est un peu tout ça, non?
Bon, moi, je suis un observateur québécois. Ouais. Jean Saint-Ambroise, c'est mon sobriquet. Jean Saint-Ambroise. Je suis donc un Québécois d'origine bordelaise qui surveille ça de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, la seule façon d'évaluer cette révolte des Gilets jaunes quand on n'y est pas, quand on est au Québec, c'est à travers ce qu'on en lit et aussi des vidéos, des reportages, des vidéos qui ont été mises en ligne sur YouTube. Donc, on est obligé de passer par les médias autrement. On n'a pas le choix. Mais les médias officiels, comme les médias de la réinformation, comme des médias citoyens, comme des médias comme YouTube ou les médias russes, là, Sputnik, etc., Russian TV. Ce qu'on voit, en tout cas, quand on a des gilets jaunes qui sont interviewés, qui prennent la parole spontanément, on a de tout. On a des gens, des chômeurs, complètement paumés, des femmes monoparentales, tout seul avec des enfants. J'en ai même vu une qui a pris la parole qui était avec un enfant infirme. C'était vraiment terrible. Ouais. Une femme qui avait 1100 € par mois, ça fait comme 1400, 1500 $, mais avec un enfant infirme qui doit avoir des soins spéciaux et tout. Mais on voit aussi des professeurs. Oui, tu vois, on voit des entrepreneurs. C'est ça qui m'a choqué, en fait. Je me disais, tu sais, il y a des... On voit de tout. Il y a des jobs précaires, des fois, on se dit, bon, c'est un peu normal que la personne soit dans une certaine pauvreté, là. Mais quand tu es enseignant, tu n'es pas censé être pauvre, du moins pas dans un pays qui est riche. Parce que la France, globalement, n'est pas pauvre. Ouais. C'est encore drôle. On entend dire, une chose qui m'a frappé, c'est qu'on dit, en tout cas dans le monde anglo-saxon, y compris au Canada, on dit souvent les Français ont une couverture sociale incroyable. T'sais. C'est les plus gâtés de l'Europe, si ce n'est que de l'Occident. C'est des enfants gâtés. Mais en fait, ils ne sont pas si gâtés que ça. Ils ont hérité d'une couverture sociale et d'une sécurité sociale là, des 30 Glorieuses, de l'époque du général de Gaulle jusqu'à Mitterrand. Fait que les gens avaient des services de base de qualité, protection de l'emploi, peut-être au niveau des services publics, une certaine petite oligarchie de la fonction publique. Mais je crois que beaucoup de Français ont mangé dans les dents, comme on dit au Québec, les fruits de la mondialisation. Donc, c'est ça l'affaire. Le monde anglo-saxon, fidèle à lui-même, en tout cas, le monde anglo-saxon au niveau de la propagande, je ne parle pas de the average Joe, mais au niveau de la propagande, le monde anglo-saxon est très menteur. Il ment comme un arracheur de dents. Alors, on nous dit depuis 30-40 ans que les Français sont des enfants gâtés, des gens qui ne font que râler, des gens... Mais en fait, hormis le 20% de gens qui ont voté pour Macron dans les faits réels, 20% et pas plus, et pas un de plus, 20, 21, 22%, qui représentent les classes moyennes supérieures, les bobos, les prévaricateurs de la culture, ce que Soral appelle les appariteurs sociaux, et la haute bourgeoisie. Les gens en France sont très dépossédés. On a des classes populaires, on ne peut plus dire des classes ouvrières, mais des classes populaires qui n'ont pas de sécurité d'emploi, qui sont obligés de se délocaliser, de travailler à l'autre bout de la France pour gagner des salaires de merde. Une chose qui s'est d'ailleurs accélérée depuis l'adhésion à l'Union européenne. Oui, absolument. Puis j'aimerais bien qu'on retrouve la statistique, mais j'ai vu une statistique qui disait qu'un Français sur 5 n'arrivait pas à manger 3 repas par jour. Ouais, mais après, c'est un Français sur 5 de... C'est quoi? C'est un Français actif sur 5? Ça comprend les enfants, importe, ça comprend les vieux retraités. Je veux dire, si on peut retrouver la statistique, on va trouver c'est qui exactement un Français sur 5. C'est possible. Téléphone. Je crois que la France s'est retrouvée prise dans un étau entre l'Allemagne, qui a tiré tous les marrons du feu de l'Union européenne, de l'euro, en fait, qui est l'opérateur de l'euro, et les pays méditerranéens, comme la Grèce, l'Espagne, qui, dans le fond, je ne sais pas comment dire, sont pas des assistés, mais sont des économies en déclin. La France a continué de bosser, a continué de produire, a continué d'être la 6e ou 7e puissance économique mondiale, mais en même temps avec des charges énormes. Et l'euro n'a pas favorisé la France d'aucune façon. Et là, on a une France qui
ce qu'il faut dire, une chose très importante, c'est que Emmanuel Macron a fait déborder le vase avec son arrogance, avec certaines... Bon, surtout le fait là, de travailler sur la fiscalité, tu sais, donner des congés de taxes pour les plus riches et puis en resserrant les boulons sur les classes moyennes et le peuple. Macron, par son intransigeance, son côté libertarien et gérant du grand capital, a fait exploser la marmite. Cependant, la casse sociale, comme on dit, les taxes à tout va, pour parler comme un Français, OK? Et la soumission de la France au dictat atlantiste de l'OTAN, ça date même d'avant Mitterrand. Déjà, Mitterrand était conscient de cela. Donc, ce n'est pas la faute à Macron ou à Hollande, ou à Sarko. C'est comme ça depuis 30-40 ans. Donc, moi, je trouve que Macron, en bon gérant de la banque Rothschild, d'ailleurs, c'était un gérant, chez les Rothschild, un vice-président, on appelle ça un gérant. Voilà. La fameuse loi du 13 février 1973, Pompidou, Rothschild, qui aurait fait en sorte que la Banque de France, qui passait de l'argent à l'État sans intérêt, mais à partir du moment que cette loi-là a été passée, ben là... L'État empruntait sur les marchés privés. Oui, c'est ça. L'État empruntait avec des intérêts. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a fait en sorte qu'évidemment, c'est... Ben, nous, au Canada, aux États-Unis, on est habitué à ça. On a la Fed, puis le Canada reprend un peu le modèle. Donc, depuis le début, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été, je veux dire, le privé qui a géré la monnaie, qui imprimait les billets, tout ça. Donc, on est un peu plus habitué, peut-être. Mais en France, c'est un phénomène assez récent, de ce que je comprends. Et ça leur a eu un impact assez considérable. Mais écoutez, le modèle français est différent du Québec. Et c'est ce que je voulais en venir. Ben, le Québec, bien que le Québec soit, si tu veux, assujetti, OK, à la férule de la... Je commence à me réveiller. À la férule britannique. En même temps, on bénéficie, si vous voulez, de la couverture du Commonwealth. OK? Donc, on est comme un peu privilégié, dans un sens, dans notre soumission, notre assujettissement. Donc, on est un peu des esclaves privilégiés au Québec. Je pense, j'ai jamais entendu dire ça, mais je pense que c'est une belle formule. Nous sommes des esclaves privilégiés. En France, je vais vous dire la sommation, tu sais, de la colère des Gilets jaunes, OK? C'est un peuple qui a été floué depuis, comme tu as dit, la loi Pompidou-Giscard. En fait, c'est Pompidou. Et donc, qui a perdu depuis 40 ans, de 2013, 2012 à bientôt 2022-2023. Donc, depuis 40 ans, a perdu toutes ses prérogatives. Et puis, n'oubliez pas que François Hollande, avant Macron, a signé un décret spécial présidentiel qui fait que maintenant, le haut commandement de l'armée française est sous la férule de l'OTAN. Peu de gens sont au courant de cela. Donc, c'est pas Sarko et c'est pas Macron, c'est Hollande. Et donc, ça, c'est grave. Si jamais les choses se gâtaient et qu'il y avait un coup d'État en France, même si le haut commandement de l'armée française se rangeait du côté des Gilets jaunes, il recevrait ses ordres de l'OTAN. Bon, à moins qu'il se révolte contre l'OTAN. Mais donc, voyez-vous, on a donc une armée française, qui est quand même une armée importante, qui est dans les 5 puissances nucléaires et dans peut-être les 10 plus grosses armées au monde, qui est infantilisée, qui est sous la férule de l'OTAN. On a donc une nation française qui n'est plus en mesure de battre monnaie, complètement inféodée au dictat de la banque Rothschild et de ses ayants droit. On a, ensuite de cela, aussi une nation qui est victime des flots incessants de l'immigration de masse. Bon, on parle des 1 million de migrants en Allemagne depuis, je pense, 2 ou 3 ans, mais la France en a reçu un peu moins. Mais la France en reçoit des tonnes.
2 à 400 000 chaque année depuis longtemps. Ouais, enfin, c'est des migrants qui restent pas non plus. Oui. Ils veulent tous partir en Angleterre. Absolument. Et Comme ils peuvent pas y aller, ils les répartissent dans la région, France. dans la campagne. Ouais. Ils font des... T'as vu les reportages là? Ils font des centres d'accueil. Absolument. Ils vont en recevoir 70 pour Absolument. des petits villages d'une population de Ouais, 1500 c'était habitants. un des derniers reportages de Vincent Lapierre, Vincent Lapierre. qui montrait ça, où les gens s'opposaient finalement à la venue des migrants dans leur village. Ben oui, et puis là-dessus, justement, Macron a envoyé un émissaire signer le pacte de Marrakech. Donc, la France va devenir, si vous voulez, le point d'entrée pour les migrants en Europe. Et selon les accords de Schengen, les migrants vont pouvoir percoler de la France partout ailleurs. Et n'oubliez pas que la France est au centre de l'Europe. La France, c'est... Exactement. En fait, c'est même pas important que tous les pays européens signent le pacte. Il suffit qu'un signe. Et puis après... Les autres suivront. Pas forcément. C'est qu'ils rentrent. Et puis une fois qu'ils sont rentrés, ils iront même dans des endroits où ils ne peuvent pas y aller. Supposément. Parce que quand tu es à l'intérieur de l'espace Schengen, dès que tu es en c'est Europe, pas très difficile de se De déplacer. circuler. Voilà. Ouais, Il n'y a plus de douane aux frontières. C'est ça. Donc, Ben voilà. Et donc, juste pour récapituler, la révolte des Gilets jaunes, donc, c'est une révolte des classes populaires. Mais il ne faut pas oublier classe populaire, sans jouer dans le populisme. OK? Classe populaire, ça inclut beaucoup de gens. Ça inclut des petits patrons, ça inclut des chômeurs, ça inclut même des petits classe fonctionnaires. moyenne. Oui. Classe populaire, c'est, parlant en termes québécois, c'est des gens qui font de 15 000 par année à 50 000, voyez-vous? 75 000, c'est ça, des classes populaires. C'est pas ça va jusqu'aux classes moyennes. De toute façon, les classes moyennes, il n'y en a quasiment plus. Tu sais, on parle de classes moyennes supérieures, upper middle class. En fait, c'est ça qui reste. Il faudrait comprendre une chose en sociologie, il reste des upper middle class. La classe moyenne n'existe plus en Occident. Il faudrait comprendre ça une fois pour toutes. Elle n'existe plus. Ça ouvre la porte à un sujet qui est peut-être un peu en parallèle avec ce qu'on parle. Moi, quand je regarde les grands-parents, les arrière-grands-parents, à quel point ils arrivaient à se débrouiller avec pratiquement rien, mais aujourd'hui, et je pense que c'est un peu ça qu'on subit, c'est que on a beau gagner peut-être de meilleurs salaires, mais il n'y a plus moyen de se débrouiller avec rien. Tout coûte. Oui, puis en plus de ça, il y a le citoyen est complètement urbanisé. Ouais, aussi. Donc, dans un contexte urbain, il n'arrive plus à se débrouiller, alors que les gens à la campagne pouvaient... On n'enseigne plus à cuisiner. C'est ça, On exactement. n'enseigne plus je veux dire, à l'école, moi, je me souviens, j'ai eu des cours, je me souviens plus c'était quoi le nom du cours, mais je veux dire, on nous enseignait des petites recettes simples. Mais ce cours-là, l'année suivante, moi, je l'ai suivi, l'année suivante, il était disparu, ce cours-là. Il y a des spécialistes, je sais pas, qui font de la prospective, là, qui pensent qu'en 2050, il y aura 70% de la population qui sera devenue urbaine, citadine. Ouais. La population urbaine est très dépendante, du moins celle qui est, comment je dirais, sédentaire, est très dépendante de l'extérieur, du nomade cosmopolite. Oui. Je vais reprendre la discussion, pas pour la censurer, mais juste parce qu'on est un peu à court de temps, mais parce que j'avais oublié de dire que la jacquerie donc des Gilets jaunes, elle a été initiée par les bonnets rouges. Donc, oui. Donc, une révolte spontanée qui est née en Bretagne en 2013, dans ces eaux-là. Donc, des gens qui étaient en rogne contre l'écotaxe, contre des barrières, des barrages, je ne sais pas c'est quoi le terme, là. Le gouvernement érigeait des barrières de contrôle routier, des barrages routiers, donc pour charger l'écotaxe. Et cette révolte-là a été étouffée. On a dit, je me rappelle très bien, les bonnets rouges sont des fachos, des grossiers personnages, et toute la classe médiatique a écrasé ça. C'était sous Hollande, début de son quinquennat. Et puis voilà, Macron est rentré en scène et on a fait comme si de rien n'était. Je crois que les Gilets jaunes, c'est le ras-le-bol, pas juste trop de taxes, coût de la vie très élevé. Ras-le-bol général, mais face au mutisme, à l'arrogance de la classe politique en France, qui est beaucoup plus arrogant. On dit souvent que Justin Trudeau est arrogant, mais c'est rien à côté de Macron. La France, c'est très arrogant.
c'est une tradition qui remonte à très loin. Tu sais, on peut dire une tradition française républicaine, tu sais, de une très grande arrogance. En plus, on parle toujours au nom des droits de l'homme, au nom des citoyens, mais en fait, on a une arrogance extraordinaire. Et là, je crois qu'on a une jacquerie, donc une révolte, un peu comme dans le cas du haut Moyen-Âge, où les gens, ils vont pas lâcher le morceau. Et, bon, l'étincelle a été l'écotaxe et puis la taxe sur le carburant, je me souviens plus de l'acronyme, mais c'est pas... Beaucoup de gilets jaunes ont dit devant les médias que c'était pas une affaire de taxe, fondamentalement. C'est qu'ils en ont marre, c'est la France profonde. Voyez-vous, tantôt, j'ai dit les classes populaires, mais je pense que j'aime encore mieux le terme France profonde. Donc là, on n'est plus dans les classes populaires. Contre l'État profond. Et, oui, excellent, Van Pelt. Excellent. Il y a quelqu'un qui a ressorti ça sur Internet. Oui, absolument. La France profonde contre l'État profond. En fait, toi, tu faisais un lien avec les bonnets rouges pour l'histoire de l'écotaxe, c'est ça? Oui. Mais dans son histoire, la France est abonnée au soulèvement populaire et pour pas dire révolution, parce qu'il faut pas comparer toutes les révolutions, la crise des bonnets rouges, la crise du contrat première embauche, la crise de la famille avec la manif pour tous, la loi travail. C'est l'image stéréotypée qu'on a des Français, surtout en Amérique du Nord. C'est le Français qui sort avec sa pancarte pour manifester. Donc la France est abonnée aux manifestations. Mais là, il y a quelque chose de tout à fait spécial avec cette révolte des bonnets rouges. Des gilets jaunes, pardon, que tu as bien fait de mettre en évidence au début. C'est l'aspect éminemment composite, hétérogène du soulèvement. Toutes les classes sociales, toutes les communautés, c'est la révolution, je sais pas comment ils disent, la colorée, enfin black, blanc, beurre, que les autres n'ont pas eu. Dans le bon sens du terme, voilà. C'est beaucoup plus facile pour le système et pour le système médiatique, entre autres, de s'en prendre à une manifestation en particulier initiée par une seule classe sociale ou un seul secteur en particulier qu'un mouvement comme ça, composite et général comme celui des Gilets jaunes. Là, c'est tout le monde. Les jeunes, les vieux, les blacks, les blancs, les beurs, la classe moyenne, les ouvriers, le prolétaire, le sous-prolétaire parfois. Il y a même les lycéens maintenant qui s'y mettent. Mais bon, les lycéens, on met entre parenthèses parce que ils travaillent pas. On sait pas vraiment comment ils subissent, eux. Et ce qui est intéressant dans cet ordre d'idée-là, c'est que les gens des cités, comme on les appelle, donc pour traduire ça pour mes amis, mes compatriotes québécois, les gens des cités, c'est des banlieues occupées principalement par des immigrants de première ou deuxième génération qui sont plus ou moins bien intégrés dans le système. Mais on ne fera pas sociologie des cités, là, c'est compliqué. Les cités, c'est pas que des immigrants mal intégrés, qui font régner une espèce de climat délétère avec toutes sortes de troubles sociaux, des dealers, etc. Mais en tout cas, les gens des cités, donc, sont principalement des immigrants de première ou deuxième génération, plus ou moins bien intégrés, n'ont pas embarqué d'entrée de jeu dans cette jacquerie des Gilets jaunes. Et là, on a vu des animateurs, des manipulateurs comme l'inénarrable François Ruffin, tu vois, qui ont essayé de récupérer ça, d'opposer les jeunes des cités contre les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est des beaufs, c'est des fachos, de populistes qui ne veulent pas payer leur juste quote-part de taxes, etc., etc. Et ils ont essayé de monter les jeunes des cités, donc les jeunes immigrants plus ou moins bien intégrés, et ça n'a pas fonctionné. Et là, on voit, c'est ça intéressant, les cités n'ont pas embarqué dans un mouvement de casseurs, de délinquance, qui aurait pu contribuer. Oui. Au contraire, on a, bien qu'ils soient masqués, on les reconnaît, c'est des jeunes qui viennent souvent de cités, ou alors qui bossent pas, qui viennent raconter des foutaises devant la caméra, puis qui sont là pour péter des parcs-mètres, là, tu sais. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que... Et eux, ils se font reprendre par les Gilets jaunes, qui, eux, sont des travailleurs pacifistes et raisonnables. Oui.
Et là, on a un mouvement qui est plus important qu'une manifestation avec des black blocs d'extrême gauche casseurs, qui est plus importante que ces manifestations-là et qui est plus raisonnable en même temps. Il faut en prendre de la graine. Oui, et pour compléter l'analyse, c'est que ce que je voulais dire, c'est que les jeunes des cités en France, donc des banlieues occupées majoritairement par des immigrants plus ou moins bien intégrés, qui vivent souvent en situation de semi-précarité, en fait, n'ont pas vraiment adhéré au mouvement des Gilets jaunes au début, mais ils commencent à avoir une adhésion. Ça commence à percoler dans le bon sens du terme. Donc, comme disait Van Pelt, hormis quelques petits casseurs ou quelques membres des cités qui vont venir foutre la merde, casser des vitrines pour voler ou semer le trouble ou bien profiter d'une manifestation, on commence à avoir vraiment une partie des gens des cités qui convergent vers la colère des Gilets jaunes. Donc, comment on pourrait dire ça, une solidarité transcourant, comme disait Van Pelt, des gens de toutes les origines, des Français de souche, des Français immigrés récents ou de deuxième, troisième génération. On a même des gens des forces de l'ordre, vous allez l'oublier, il faut le dire. On a des gendarmes, on a des pompiers, on a des gens des forces de l'ordre qui se sont solidarisés avec les Gilets jaunes, qui ont lancé des mots d'ordre, il ne faut pas les tabasser, Et donc, et contrairement à ce que les médias nous ont dépeint, le mouvement des Gilets jaunes... n'est pas une manifestation sauvage qui s'en prend, qui, sans foi ni loi, qui s'en prend... Non. On a vu des images avec des Gilets jaunes qui savatent à terre des policiers et qui tout de suite les relèvent parce qu'il y en a tout de suite deux, trois conscients parmi les énervés qui se disent mais après tout on est dans le même bateau tout le monde, et puis qu'ils les relèvent. Il y a quelque chose d'assez poétique là-dedans. Moi j'y vois l'histoire en train de se faire. Je trouve ça assez poétique. Ok, d'accord, mais ceci étant dit, maintenant le problème c'est que oui, le mouvement s'épuise un peu, il va y avoir un épisode 5-6 avant Noël. C'est normal aussi que ça s'épuise, il va y avoir le temps des fêtes, les gens vont reprendre du souffle. Ça s'épuise, mais la dernière manifestation, l'acte 4, était quand même la plus populaire ça a bougé. De tous. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre demain? Le problème, c'est que c'est un mouvement spontané, relativement spontané pour l'instant. Il n'y a pas de direction. On a des gens comme François Ruffin. Pour expliquer aux Québécois, ça va faire sourire beaucoup de monde, François Ruffin, c'est un peu comme Gabriel Nadeau-Dubois français, tu vois? C'est des petits bourgeois, des petits bobos qui tentent toujours de récupérer des mouvements, tu sais, pour avoir des adhérents, pour aller chercher des subventions, pour aller chercher de l'audience auprès des médias. Mais ça ne fonctionne pas. Mais la question en ce moment, c'est qu'on n'a pas de direction. Tu sais. C'est bon parce que ça fait un mouvement qui n'est pas monopolisé, qui n'est pas instrumentalisé, mais c'est mauvais dans le sens que ça fait un mouvement, par contre, qui peut être facilement récupérable. Là, on est un petit peu dans un carrefour. Il y a des gens parmi les Gilets jaunes qui ont dit on devrait envoyer des représentants à l'Élysée. Ce qui est intéressant. Dans notre animateur mentionnant en tout début d'émission que les Gilets jaunes ont soulevé l'option d'une représentation plus directe et donc de référendum d'initiative populaire, etc. Donc, on transforme la démocratie. Il y a des Gilets jaunes qui disent, nous, on ne veut pas que les gens parlent notre nom, on veut envoyer des gens directement à l'Élysée. Et là, ça pose la question, est-ce que c'est la fin de la Ve République? Est-ce qu'on va vers une Sixième République? On a même des monarchistes en France qui, eux, représentent 18 à 20 des gens, c'est quand même pas peu, qui disent, pourquoi pas une monarchie constitutionnelle. Tu sais. Je crois qu'on a une crise, non seulement du système politique, une crise économique, une crise sociale, mais je pense qu'on a une crise des institutions, on a une crise de la Ve République. Et je ne sais pas où on s'en va avec ça, mais... c'est ce qu'ils scandent d'ailleurs, ils disent... nouveau régime politique, la Ve République c'est fini. Il y a certains qui, peut-être des mélanchonistes, je ne sais pas, qui disent Sixième République, il y en a d'autres, autre chose. Et il y a beaucoup de gens qui se posent la question, après la révolte des Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le projet? C'est une question légitime, c'est quoi le projet? Mais on peut dire que c'est un aboutissement complètement logique. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire des républiques,
que ça part, je veux dire, on va prendre la date charnière du 14 juillet 1789 jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que c'est l'aboutissement logique d'une république mensongère, république bananière, république de meurtriers, il ne faut pas l'oublier. Oui. Et pour paraphraser Mike, tout part en couille. Tout part en couille. Mais disons que il y a beaucoup de régimes, enfin tous les régimes, un jour ou l'autre, ont eu des sales coups à faire. Faut pas non plus dire que la France est seule dans je veux dire, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine. Bon, pas non plus. Je vais finir mon intervention, puis je vais vous laisser rebondir là-dessus, puis on va peut-être terminer ce segment, mais moi, je vais vous dire un truc. Ce qui est un peu embêtant en ce moment, c'est qu'on voit que, bon, les gilets jaunes, ça s'étend. En Belgique, notamment. En Pologne. En Pologne. Bon. Aux Pays-Bas, en Belgique. Aux Pays-Bas, en Allemagne. voilà. En Allemagne aussi. Bon, c'est heureux. Mais ça pourrait, je dis bien ça pourrait, au conditionnel, prendre une tournure de révolution colorée. Parce que je crois que on voit que l'Union européenne est en crise. On voit que là, il y a des gens qui vont reprendre la main, comme on dit. Qui vont reprendre la main. Est-ce que ça va être, disons-le tout de go, est-ce que ça va être Israël, qui est déjà un membre de l'Union européenne? Est-ce que ça va être les États-Unis? La Russie? Mais on sent qu'il y a des gens qui vont reprendre la main. Donc, moi, je ne dirais pas que la révolte des Gilets jaunes, c'est quelque chose, un phénomène artificiel. C'est un phénomène naturel et qui est bienvenu. Quand on est malade, hein, puis il faut qu'il se produise quelque chose. Donc, c'est bienvenu comme réaction naturelle et spontanée. Maintenant, par exemple, il faut voir quelle tournure ça va prendre. Est-ce que ça va être récupéré? Puis où on va aller si qu'on abolisse ou pas la 5e République? Qu'est-ce qui va se passer avec l'euro? Qu'est-ce qui va se passer avec l'espace Schengen? Qu'est-ce qui va se passer avec Macron qui vient de signer les accords de Marrakech? Est-ce que les gens vont continuer à se révolter, à casser? On va laisser rentrer des migrants. Ça va être la chien-lit, pour parler comme un Français. Et on va se retrouver avec quoi? L'OTAN qui va décréter une loi martiale à l'échelle de l'Europe. Et puis, on va avoir un quatrième... Je vais terminer en disant que moi, je crois qu'on va avoir un quatrième Reich. Et je répète, une chose que les gens sont peu habitués d'entendre au Québec. Et je le répète très sérieusement, c'est pas une farce. Je crois qu'on s'en va vers un quatrième Reich. Mais c'est un quatrième Reich au niveau planétaire. Oui. C'est pas juste un truc qui se passe en Europe. Un quatrième Reich. Et je crois que, je dirais pour terminer que les néo-nazis ne sont pas ceux que l'on croit. Voilà, bonne soirée. J'ai envie de une question là-dessus, vraiment. Quatrième Reich, ça veut dire qu'il y en a eu 3 avant. Le premier est... Lequel? Je crois que c'est sous Bismarck, si je ne m'abuse. Le second? Je l'oublie. Je m'en confesse. Question pour un champion. Ouais, ça. Moi, quand on parle de révolution... Je crois qu'il y a eu 2 Reichs sous Bismarck, je crois. Ah, ok. Voilà. C'est pour ça qu'il y a... Ok. Ouais. Ça se pourrait. Parce qu'on pourrait faire référence au Reich français. Premier Empire, Second Empire. Ouais. Il n'y a pas eu de troisième... mais... écoutez, l'idée d'un Reich, on va ouvrir une parenthèse, parce que les gens, malheureusement, qui sont mal informés, vont toujours faire une référence hitlérienne au terme Reich. En fait, un Reich, c'est un empire, c'est un impérium, mais c'est un empire, le Reich est un empire germanique, peut-être en opposition avec le Saint-Empire romain. Parce qu'on est dans un monde où, malheureusement, le Saint-Empire romain n'a jamais été aboli, il est toujours actif, voyez-vous. Et donc, on a un empire romain, un Saint-Empire romain qui a pu être investi par diverses forces, que ce soit des courants sionistes ou des courants britanniques ou des courants protestants ou même catholiques. On a un Saint-Empire romain qui est toujours vivant, mais qui a pris d'autres visages et qui impose un peu sa férule, j'aime bien le terme férule, au peuple du Nord. Ça peut inclure les Allemands, la Scandinavie, les peuples slaves, le Québec. Tu sais. Les peuples nordiques sont sous la férule. L'Empire romain, oui.
ça partait du sud, mais ça allait jusqu'au nord de l'Europe. C'est l'ancien empire de... C'est quand l'Europe a été divisée en trois. Tu avais Charlemagne, tu avais... ça remonte à ça, le Saint-Empire romain. Je pense que ça remonte à Charlemagne. Oui, ben c'est une continuation. Quand il y a Mais eu... je veux dire, il existait dans le nord déjà. Oui, mais il s'est rétracté. Mais en fait, le Saint-Empire romain existe toujours, tu sais, à travers les chevaliers teutoniques et Ok. la commanderie de Malte. Donc, je reviendrai en ondes pour faire un topo sur les structures du Saint-Empire romain. Ah, ok. Voilà. D'accord. Ça risque d'être D'ailleurs, intéressant. petite parenthèse, nos amis judéo-sionistes parlent souvent de l'Empire romain, qu'il faut faire tomber, d'ailleurs. Ils en parlent très très souvent. Oui, c'est assez étrange. Pardon, pour revenir sur les gilets jaunes, je suis obligé d'intervenir. C'est une grande stratégie du système oligarchique en place et de son appareil médiatique de faire croire que la révolte est essentiellement anarchiste et que derrière la révolte, il n'y a rien d'autre que le chaos. Il n'y a pas rien d'autre que le chaos. Quand ces gros cons à la télé disent « Ouais, il n'y a pas de revendication », il y a revendication. Il n'y a pas à revendiquer quelque chose face à un système qu'on a envie d'abolir. Revendiquer, c'est réclamer. On n'a plus rien, les Français n'ont plus rien à réclamer au système en place. Ils dégagent. Et derrière, quoi ? Le pouvoir au peuple. Et bien là, il n'y a pas l'anarchie. Il y a une revendication qui émerge du néant, parce qu'au départ, ils réagissent qu'à leur souffrance, finalement. Toute cette masse réagit à sa souffrance. Mais au final, il y a un bon projet, c'est le référendum d'initiative populaire. On fait signer les pétitions sur Internet, ça tourne. Tout le monde l'a déjà vu. Tout le monde le dit. Le référendum d'initiative populaire, Chouard est déjà sur les barricades en train de le scander. On y est. Ça y est. Alors, c'est pas le chaos, c'est pas rien. C'est le pouvoir au peuple et le référendum d'initiative populaire. Là-dessus, je vais rebondir. J'ai deux choses à dire. La première, pour ceux qui s'intéressent à la Révolution, il y a un petit livre de George Orwell, La ferme des animaux. Ça, et il n'y a pas que du bon, par ailleurs. D'ailleurs, il y a eu, si vous aimez pas lire, il y a eu un film qui a été fait. Et d'ailleurs, il y a un beau happy ending à la fin. Et ça a été fait par la CIA. C'est pour ça que c'est un happy ending. Alors que la fin d'Orwell, elle est triste. C'est-à-dire que la révolution, ça ne marche pas. Grosso modo, c'est ça. D'ailleurs, il y a des personnages dans le livre d'Orwell, comme le corbeau, c'est Moïse. Donc, petite référence à l'Ancien Testament. Et puis, les cochons, souvent des juifs. Non, mais... Mais pour revenir... Ce que je voulais dire, j'avais deux choses à dire. Donc, La ferme des animaux, pour ceux qui s'intéressent à la Révolution, c'est vraiment pas long à lire, c'est facile. Il y a des traductions fréquentes qui ont été faites sur ce livre-là. Ça fait réfléchir, ça fait y penser à deux fois avant de faire la Révolution, parce que, bon, le peuple n'est pas vertueux, contrairement à ce qu'on peut penser. Le peuple fait autant de merde que les dirigeants. La masse, tu veux dire ? Oui, la masse. La masse, lorsqu'elle prend le contrôle, c'est que elle est pas... c'est infiniment complexe de prendre des décisions, justement. Tu sais, c'est ça le problème que j'ai avec la démocratie. D'autant plus, Victor, qu'aujourd'hui, les gens sont de moins en moins politisés, s'intéressent de moins en moins à la politique. Donc, quand il s'agit de prendre des décisions politiques, ils sont un petit peu démunis. C'est que la démocratie, c'est divisé pour régner, en fait. C'est-à-dire que quand c'est une personne qui prend les décisions, veut dire, il prend la responsabilité, donc s'il se passe de quoi, c'est lui qu'on tape, c'est lui qu'on dit dehors, alors que quand c'est la démocratie, bien, c'est la faute à tout le monde. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec ce tout le monde-là? On les extermine? Moi, je vais faire un dernier rappel. J'ai parlé de Jacqueline à quelques reprises. Bon.
les jacqueries ont explosé, si je ne m'abuse, OK? Moi, je ne suis pas un historien, mais les jacqueries ont explosé, entre autres, parce que les corps intermédiaires n'avaient plus de rôle à jouer. OK? Les corps intermédiaires, c'était des corporations. C'est très important, là. C'est très important ce que je vais dire, là. C'est pas accessoire. Et donc, qui jouaient un rôle entre la paysannerie, les artisans, le peuple et l'aristocratie. Donc, les corporations. À un moment donné, ils ont sauté. Probablement parce qu'à la fin du Moyen Âge, on allait vers un pré-capitalisme, tu vois. Déjà, l'aristocratie commençait à devenir une aristocratie marchande. Et donc, avec la mobilité du capital, les corps intermédiaires ont commencé à sauter. Et donc, le peuple n'avait plus personne pour le représenter. On se retrouve avec un pouvoir brut. Et là, je vais faire un parallèle. C'est très important. Je suis heureux ça me soit revenu en mémoire. C'est que maintenant, justement, c'est ce qu'on vit sous Macron. C'est que justement, il n'y a plus de corps intermédiaires. Les syndicats, ça ne fonctionne pas. Les politiciens, ça ne fonctionne pas. Le peuple n'a plus personne. Non, mais attends, non, mais c'est ça. C'est ça qui se passe, c'est qu'on est dans un pouvoir brut. Macron, à un moment donné, a dit, tu sais, j'ai un pouvoir jupitérien, hein, une posture jupitérienne, je suis le roi, je suis le nouveau roi, il l'a dit. Et, mais vraiment, mais un roi comme dans l'ancienne Grèce, voyez-vous, un monarque, pas un oligarque, non, au service des oligarques, un monarque, un despote, comprenez-vous, un monarque despotique. Et donc, le problème, c'est qu'il n'y a plus de corps intermédiaire. Mais non, et il n'y a plus... Non, mais ils n'ont plus de... Non, mais ils n'ont plus de... Ils n'ont plus de pouvoir. Et donc, le peuple est nu. Le roi est nu. On lit ça souvent. Tu sais, Macron est nu. On voit son jeu. Le roi est nu, mais le peuple est nu aussi. Je pense qu'il faut qu'on le dise, ça. Les monarchies absolues de France n'ont rien à voir avec une monarchie despotique. C'est que le pouvoir, les décisions locales pouvaient être prises par le peuple, par les gens concernés, alors que les grandes décisions de géopolitique étaient prises par le roi, l'entourage du roi. Je suis d'accord en partie. Mais fais attention parce que les monarchies absolues... Non, mais attention, parce que... Présentement... Non, mais les monarchies absolues, c'est un peu là où, si tu veux, où tu as eu les jacqueries. Non, attention, parce que c'est sous la monarchie absolue de Louis XIV, comprends-tu, que là, on a commencé à dissoudre les corps intermédiaires. Attention, là. Tu comprends-tu? Oui, tout à fait. Non, mais je veux dire par là, je suis d'accord en moitié avec ce que tu dis, parce que les monarchies absolues ont un parallèle avec maintenant le despotisme de Macron. Tu comprends-tu? C'est pour ça que... Non, c'est pour ça qu'il y a eu des jacqueries. C'est pour ça qu'il y a eu des jacqueries. Il y a eu des jacqueries parce qu'il y avait la faim. Parce que les corps intermédiaires avaient été dissous par la monarchie absolue. C'est ça qu'il faut comprendre. Les corps intermédiaires, c'est vraiment le vieux Moyen-Âge. C'est une vieille idée. Question à Marion Sigaud. Ouais, par exemple. Ouais, c'est ça. On pourrait lui demander, mais je voulais vraiment dire que... oui. La différence avec aujourd'hui, la différence entre ce qui se passait du temps des rois de France et aujourd'hui, c'est que le peuple, pour prendre des décisions qui ne concernent que le peuple, je veux dire, le champ là, que il faut que tu demandes la permission au roi, alors qu'à l'époque des rois, il n'y avait pas de permission à demander. Je veux dire, c'était de père en fils, on avait notre terre, on la cultivait, point final. Je veux dire, il n'y avait pas de loi qui empêchait de cultiver de telle manière pour... Ah oui. Jean Saint-Ambroise. Bon, on a parlé trop longtemps, mais... Une dernière peut-être question à Jean, avant de clore ce débat. Jean, des Gilets jaunes au Québec? Une bonne question. Plusieurs l'ont soulevé sur les médias sociaux, puis certains médias de réinformation, même sur Vigile, on en a parlé. Même dans les grands médias, je pense que si je ne m'abuse, notre animateur va me corriger, mais je pense que même le premier ministre Legault a été interpellé là-dessus. Oui. Donc, malheureusement, je ne dis pas que moi je prône la rébellion, la sédition, je prône rien. Là. On observe, on commente. Mais quand je dis malheureusement, c'est pas que je dis qu'il faut qu'on fasse un copier-coller sur les Gilets jaunes, mais c'est pas trop dans les habitudes des Québécois qui sont revendicatifs, mais on a un problème au Québec de cristallisation de la revendication.
quelqu'un autour de la table, avant qu'on démarre l'émission, avait fait un parallèle avec la révolte le printemps érable 2012, les carrés rouges étudiants, qui est une révolte strictement étudiante. Avec ou sans mobile sérieux, mais qui n'avait pas d'écho vraiment populaire. On a, ici, c'est peut-être la férule anglo-saxonne qui nous a dressés à adresser nos doléances via des syndicats, via nos députés. Le peuple est pas mal dépossédé, mais ceci étant dit, on voit que, je vais terminer là-dessus, l'élection de Legault, OK? Et comme je m'en étais fait l'écho à la dernière émission du Bonnet des Patriotes, quand même témoigne a été porté là, par une certaine volonté populaire. Donc, on voit qu'il y a un courant au Québec de gens qui sont tannés d'être étranglés par les taxes, de se plier à la férule de la rectitude politique, qui veulent avoir leur mot à dire sur les déferlements migratoires, qui sont fatigués par le féminisme, les lobbies, tous les lobbies, qui sont fatigués par l'indolence et l'impotence de nos représentants politiques. Il y a des parallèles avec la France, mais c'est pas dans nos habitudes, c'est pas dans notre culture. Mais ceci étant dit, c'est pas impossible là, que si la révolte des Gilets jaunes porte fruit en France, OK? Vous parliez de démocratie participative, de référendum d'initiative populaire, etc. On a quand même le Parti de citoyens au pouvoir au Québec, puis on a d'autres formations qui poussent ces choses-là. C'est pas impossible là, qu'il y ait un courant positif, je crois, d'initiative à la française qui traverse l'Atlantique. Donc ça, c'est certainement positif. Mais je vois pas à court terme les Québécois... Je vois pas pourquoi on complique l'analyse. Ouais. Il suffit que les gens souffrent. Ils souffrent pas assez. Il faut qu'on puisse taper sur le porte-monnaie de tout le monde. Non, mais c'est tout. Je veux dire, l'écotaxe, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Pourquoi ? Parce que ça tapait sur le porte-monnaie de tout le monde et surtout des plus nombreux. Mais pourquoi ? Et ensuite, ça fait effet le boule de neige. Il y en a qui viennent s'agréger au mouvement. Pourquoi, pourquoi il n'y aura jamais autant de souffrance qu'en France ? Parce que il y en aura, t'inquiète pas, ça va venir. Nous sommes nordiques. Ça arrivera. Pas crever quelqu'un dans la neige. Excuse-moi, ce que je veux dire, c'est que Non, mais c'est ça la différence. Ouais. Quand tu es dans le sud de la France, c'est parce que les carrés rouges... Non, mais on est complètement d'accord. Les carrés rouges, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était comme les bonnets rouges d'ailleurs. C'était un seul secteur, une seule classe sociale, une seule tranche d'âge. Ça n'avait rien, ça portait des revendications qui ne touchaient qu'un petit groupe de personnes. Ça n'avait pas d'étendue nationale, pas assez populaire. L'immigration incontrôlée, ça ne touche pas assez de monde. Il y a que les nationalistes que ça émeut, ça. Les autres, ils s'en foutent. Il faut taper sur le porte-monnaie des gens parce que le pouvoir d'achat, il n'y a que ça qu'ils comprennent. Et il faut qu'il y ait la taxe de trop pour que tout le monde, tout d'un coup, se sente solidaire et concerné. Voilà. Ça, c'est pas mal en soi. Et j'ai envie de dire, le fait que ce soit la taxe de trop qui mobilise les gens et pas autre chose, que les gens se rassemblent pas plutôt autour de valeurs symboliques, c'est déplorable. Mais bon, une fois qu'ils sont rassemblés, c'est fait. Et là, après, il y a de bonnes idées qui arrivent. Mais ceci étant dit, en tout cas, on réalise que les enjeux actuellement sont portés principalement par les traités. Donc, des traités de libre-échange, des traités de gestion des migrations, des traités liés à la taxe carbone. Ce sont que des traités. Et des traités qui sont adoptés souvent en vase clos, pour lesquels on délègue une partie de la classe populaire, des traités qui sont commandés par l'ONU, par l'OTAN. C'est très important de mentionner, et ça c'est Thierry Messant qui l'a mentionné, on a beau lui prêter tous les défauts du monde, c'est quand même Thierry Messant qui a mentionné que l'OTAN souvent est à l'origine de beaucoup de politiques qui nous affectent au niveau civil. Donc, c'est pas que l'ONU, c'est aussi l'OTAN.
l'OTAN ne fait pas que gérer des mouvements d'armée. L'OTAN dicte des politiques. Et on est lié par des traités. Et, bon, comme disait Van Pelt, les gens souvent s'en foutent des traités ou ils n'en voient pas la finalité. Et évidemment, à un moment donné, ça se traduit ça peut se traduire par un manque à gagner. Mais En fait, c'est parce que les gens s'intéressent, encore une fois, très peu à la politique, de manière générale. Quand je dis politique, c'est la politique politicienne et les arrière-boutiques. Et effectivement, on signe des traités, on laisse faire ça. Et puis après, on se rend compte que finalement, on est obligé de suivre des traités qui nous obligent à faire certaines choses. Mais je vais terminer là-dessus en disant que, quand même, en tout cas, je crois que la réflexion chemine auprès du peuple parce qu'on peut voir au Québec, Justin Trudeau a finalisé un traité de libre-échange, en fait, qui est ce qu'on appelle l'ALENA 2.0, donc Canada, États-Unis, Mexique. Et c'est pas juste les producteurs laitiers qui ont été pris de court, c'est aussi l'industrie automobile. Et on voit maintenant, on a eu un contre-coup de cela cette semaine avec donc Via Rail, OK, qui vient de consentir, c'est très important ce que je dis là, et là, c'est ma dernière intervention, Via Rail qui a consenti donc une adjudication de contrat à Siemens, l'allemande, qui est établie en Californie, donc au détriment de Bombardier, et cela en vertu du dernier traité de libre-échange. Et cela est patent, et cela a explosé dans la face des gens, et les médias même de l'oligarchie l'ont relayé. Alors, si les gens sont trop, je m'excuse, imbéciles pour le voir, ben tant pis, bien fait pour leur gueule. Parce que là, on le voit, ça va coûter énormément d'emplois. On a Bombardier qui fabrique du matériel roulant à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et aussi en Beauce. En Beauce, on dit que les sous-traitants vont perdre des centaines de jobs. Et un fabricant de Beauce, c'est très important de mentionner cela, a dit non seulement je vais être obligé de lay-offer, donc de faire des mises à pied massives, mais je pourrais même pas travailler comme sous-traitant pour les Américains, qui, eux, exigent du contenu américain. Donc, autrement dit, je vais être obligé de délocaliser mon usine aux États-Unis. Alors là, on est vraiment dans une problématique très grave. Il va falloir que, gilet jaune ou pas gilet jaune, qu'on revienne au traité. La classe politique est en train de nous vendre contre un plat de lentilles. Et en ce moment, je vous le dis, à l'orée de 2020, c'est les traités qui sont la clé. Ouais, il y a plein de choses qui seraient revendiquées. Le prix de l'essence, Hydro-Québec qui a un trop perçu, mais le go du non, on fera rien pour ça. Alors, on va terminer quand même l'émission parce qu'il y en aurait pour très long. Mais voilà, fin de l'émission sur les Gilets jaunes avec la web radio du Bonnet des Patriotes. À la prochaine fois, tout le monde, et on espère que ça vous a plu. Partagez votre avis dans les commentaires. Oui, tout à fait. On vous invite à le faire.